Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire du mois de juillet de la série Vive au quotidien présentée par Parkinson Québec. Je me présente, je m'appelle Claudie Noël et je vais être votre modératrice pour l'événement. Aujourd'hui, le webinaire va essayer de répondre à la question « Comment se motiver à faire de l'activité physique ?» Donc tout d'abord, j'aimerais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, M. Jean-François Dano, qui a dans une maîtrise en kinésiologie et un baccalauréat de l'Université du Québec à Montréal. Il a fait des recherches qui se sont concentrées sur le contrôle moteur des personnes saines. Et puis, il a complété un doctorat en neurosciences à l'Université McGill, où il a examiné l'impact des différentes interventions, comme la médication et la stimulation cérébrale, sur le comportement moteur des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il complète présentement un doctorat dans le département de physiatrie de l'École de médecine de Harvard, où sa recherche est dirigée sur le comportement moteur de personnes atteintes de troubles neurologiques. De plus, M. Dano est cofondateur de Neuromotrix, une entreprise qui offre de l'exercice personnalisé basé sur des preuves scientifiques à des personnes atteintes. Donc, avant de lui céder la parole, pour ceux qui ont l'habitude, et même les nouvelles personnes qui se joignent à nous, vous allez voir qu'à gauche, il y a une section pour inscrire des questions. Donc, tout ce qui est question d'aspects techniques par rapport à la plateforme de webinaire, je vais les répondre immédiatement. Et tout ce qui est par rapport au sujet, donc des questions que vous aimeriez poser à notre conférencier, posez-les à cet endroit-là et à la fin de la présentation, nous allons y répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne présentation et je vais céder maintenant la parole à M. Dano. Donc, M. Dano, c'est à votre tour et bonne conférence tout le monde. Alors, merci Claudie. Moi, je vais partager la vidéo. Donc, merci de l'introduction. C'est la première fois que je fais un webinaire comme ça, donc j'espère que tout le monde va apprécier. Et puis, si vous avez des commentaires, moi aussi, je les apprécierais grandement. Donc, je vais vous parler d'activité physique et motivation, en fait. Un point que j'aimerais faire, c'est, il y a une petite différence entre motivation et sport, motivation et exercice. En fait, j'ai essayé de mettre l'emphase sur activité physique parce qu'on ne parle pas seulement de se motiver pour aller courir ou aller faire du vélo, mais se motiver à bouger comme tel. Donc, que ce soit faire du jardinage, euh, être physiquement actif. Donc, on va vraiment voir comment on peut arriver à se motiver pour faire ça. Donc, petite mise en contexte. Pourquoi, en fait, c'est important de parler de la motivation et puis de l'activité physique. Ben, en fait, on sait qu'en général, il y a plus de 50% des adultes qui sont sédentaires. Et puis, il y a, beaucoup de problèmes associés avec la sédentarité. Donc, la sédentarité, c'est vraiment une absence d'activité physique. Ce n'est pas nécessairement une absence de faire du sport. Donc, quelqu'un peut être physiquement actif, comme j'ai dit, faire du jardinage, prendre des marches, bouger à l'intérieur de sa maison. Donc, ça ne fait pas de lui une personne sédentaire, mais quelqu'un qui est sédentaire, c'est vraiment quelqu'un qui passe la majorité de son temps sans bouger, assis, couché. Et puis ça peut entraîner évidemment plein de problèmes de santé qu'on connaît, comme maladie cardiovasculaire, diabète et toutes ces choses-là. Donc, c'est très important de faire de l'activité physique. Et puis, si on parle des personnes qui sont pas sédentaires, ben, il y a seulement 15% des adultes qui participent à des activités d'intensité vigoureuse de façon fréquente. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par activité vigoureuse? C'est une activité juste qui va augmenter la fréquence cardiaque, en fait. Donc, on peut être actif je reviens à mon exemple de faire du jardinage, mais aussi faire la vaisselle, par exemple, ou juste se promener à l'intérieur de la maison. Ça ne va pas entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque.
Et puis, on sait qu'il y a des bienfaits vraiment à faire des activités où on arrive à augmenter l'intensité un petit peu de nos activités. Il y a aussi seulement 10% des adultes sédentaires, des personnes sédentaires qui vont commencer un programme d'activité physique régulier dans la prochaine année. Là, on parle de la population en général. C'est encore plus bas chez les personnes atteintes de troubles neurologiques, malheureusement. Mais en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens décident en fait de ne pas faire d'activité physique. Et on va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. De ces 10%-là, il y en a 50% qui vont arrêter de faire l'activité physique qui ont commencé à l'intérieur de 6 mois. Donc, c'est important de définir pourquoi les gens sont motivés à commencer à faire de l'activité physique, mais c'est aussi important d'identifier comment on peut garder ces gens-là actifs pour plus de 6 mois et que ça devienne une partie de leur quotidien, en fait. Donc, la motivation va être différente pour quelqu'un qui veut commencer certaines activités physiques et que quelqu'un qui veut continuer à faire de l'activité physique après avoir commencé. Donc, on va discuter des différents types de motivation qui peuvent rentrer en compte à différents stades où on est rendu dans notre changement de comportement afin de faire une activité physique. Line muted. Donc, pourquoi c'est important de faire une activité physique? En fait, ça, il y a des raisons pourquoi tout le monde devrait faire de l'activité physique. La majorité des gens vont faire de l'activité physique pour faire un contrôle du poids. Donc, garder un poids santé. Donc, on veut évidemment pas faire d'obésité, mais aussi on veut pas descendre à un poids trop bas non plus, pour être dans notre poids santé. Évidemment, le risque de maladie cardiovasculaire avec l'âge, il augmente. Donc, on est capable de minimiser ces risques-là en faisant une activité régulière. Il y a plusieurs études qui ont démontré que faire de l'activité physique régulière, ça réduisait le stress, ça réduit la dépression. C'est aussi quelque chose qui peut être amusant à faire. Donc, on peut trouver du plaisir à être actif physiquement. Ça entraîne aussi une amélioration de l'estime de soi. Et puis, il peut toujours avoir un aspect social à l'activité physique, selon le type d'activité qu'on va décider de faire. Donc, ça, c'est des raisons générales pourquoi quelqu'un voudrait décider de commencer l'activité physique, qui vont s'appliquer à quelqu'un qui a le Parkinson comme à quelqu'un qui ne l'a pas. Donc, c'est pas parce qu'on a le Parkinson qu'on ne peut pas développer le diabète ou des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut prendre en compte que l'activité physique peut aussi empêcher de développer d'autres maladies qui pourraient encore réduire la qualité de vie. Mais là, évidemment, on veut parler du Parkinson et pourquoi quelqu'un qui aurait le Parkinson voudrait faire de l'activité physique. En fait, il y a différentes raisons pourquoi l'activité physique spécifique au Parkinson sont bonnes. Donc, il y a des recherches qui ont montré que l'activité physique améliorait les fonctions cognitives de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et même dans certains cas, on a entendu beaucoup dans les dernières années de faire des activités cognitives comme des mots croisés, des sudoku, toutes ces choses-là afin d'améliorer les fonctions cognitives comme la mémoire et ces choses-là. En fait, il y a des études récentes qui tendent à démontrer que l'activité physique aurait les mêmes effets, puis même dans certains cas aurait des effets supérieurs à ces tâches cognitives-là, comme les mots croisés. Je ne dis pas d'arrêter de faire des mots croisés, loin de moi, vouloir vous dire ça. C'est très important, puis ça
ça peut apporter du plaisir aussi, mais c'est de aussi penser qu'il n'y a pas seulement cette façon-là afin d'améliorer les fonctions cognitives. En plus d'améliorer les fonctions cognitives, ben, on est capable d'améliorer la force, donc la force musculaire. Pourquoi est-ce que ça serait important pour quelqu'un qui a le Parkinson d'améliorer la force musculaire? Mais si on pense à quelqu'un qui a de la misère à monter des marches, augmenter la force musculaire, ben, va aider à faire ces tâches quotidiennes-là plus facilement. Ça va aussi augmenter l'endurance musculaire. Donc, si on est juste capable de se rendre de la cuisine à la chambre à coucher, ben peut-être qu'en faisant de l'activité physique, un petit peu d'activité physique, on va être capable de se rendre un petit peu plus loin. Et puis, en fait, on va agrandir notre rayon dans lequel on est capable de se déplacer de façon plus autonome. Et puis, ça va nous permettre d'avoir plus d'interaction avec les gens, pour pouvoir faire plus d'activités et en fait, améliorer la qualité de vie. Ensuite, évidemment, faire de l'activité physique, dépendamment de l'activité, on peut aussi augmenter notre vitesse. Vous allez me dire pourquoi est-ce que quelqu'un qui a le Parkinson voudrait améliorer sa vitesse. C'est pas comme si je voulais courir un 100 mètres puis essayer de gagner une médaille, mais être capable de bouger rapidement, c'est aussi être capable de répondre plus rapidement à des imprévus, comme s'il y a un obstacle qui se présente ou une perturbation. On est capable de bouger les jambes plus rapidement et peut-être qu'on est capable, dans ce cas-là, d'éviter des chutes. On ne sera peut-être pas capable d'éviter toutes les chutes, mais on va être capable d'en éviter certaines. Donc, on réduit notre nombre total de chutes. Ensuite, participer à des activités physiques va entraîner des améliorations au niveau des fonctions physiques, comme capable de faire des activités de la vie quotidienne plus facilement. Donc, si on parle de marcher, que ce soit marcher plus loin, mais pas nécessairement marcher plus loin, mais aussi marcher de façon plus stable, améliorer l'équilibre, c'est toutes des choses qui vont aider la personne à se mouvoir dans son environnement à tous les jours. Et puis, il y a certaines études aussi récentes qui ont montré que l'activité physique pouvait entraîner un contrôle un peu des symptômes. Donc, c'est sûr qu'on ne remplacera jamais la médication ou d'autres interventions comme la stimulation cérébrale par l'activité physique. Par contre, il y a des études qui ont montré que la rigidité pouvait être réduite après certains types d'activités physiques. Même chose au niveau de la bradykinésie, donc la lenteur des mouvements peuvent être réduits. Il y a même quelques petites études qui ont montré une réduction de la quantité de médicaments. Donc, ça peut être des raisons, en fait, qui pourraient entraîner une personne à vouloir faire de l'activité physique, quelqu'un qui a le Parkinson. Mais, évidemment, ben, si c'était aussi simple que ça, tout le monde ferait de l'activité physique. Et puis, en fait, on n'aurait même pas besoin d'en parler aujourd'hui. Il n'y aurait pas besoin d'avoir de discussion sur comment améliorer la motivation pour faire de l'activité physique. Donc, il y a évidemment des barrières qui sont devant les gens qui veulent débuter, commencer à faire de l'activité physique. Donc, si on parle de la population en général, si vous demandez à vos amis, votre famille, ce qu'ils vont vous dire, c'est pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'activité physique? Ben, la majorité du temps, ils vont dire j'ai pas le temps. Je travaille, j'ai une famille, j'ai d'autres activités, donc j'ai pas le temps de m'entraîner ou de faire de l'activité physique en général. Je suis fatigué, j'ai pas d'énergie pour faire de l'activité physique. Je suis pas motivé. On va en parler aujourd'hui, comment on peut améliorer ça, évidemment. Ça coûte cher. Il faut que je m'achète des souliers, un abonnement à un centre d'entraînement. J'ai pas de manteau qui va me permettre d'aller marcher dehors l'hiver. Donc, il y a des coûts associés à ça. Les gens peuvent parler de différentes maladies, symptômes, que ce soit une maladie cardiovasculaire ou je suis essoufflé ou ces choses-là.
c'est pas confortable. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Quand je fais de l'activité physique, j'ai chaud. Le lendemain, j'ai mal. Donc, c'est pas confortable. Ou on peut parler aussi de manque d'habileté. Donc, je suis pas capable. Donc, ça ne sert à rien de commencer. Je suis pas capable de faire une activité physique. Ou j'ai peur de me blesser. Donc, ça, c'est des barrières que la population en général va nous dire avant de commencer une activité physique, ou pourquoi ils ne peuvent pas faire d'activité physique, ou pourquoi ils ne peuvent pas en faire plus, ou même pourquoi ils ont dû arrêter de faire de l'activité physique. Évidemment, c'est seulement des barrières, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer par-dessus. Puis à la fin de la présentation, je vais vous donner des petits trucs afin d'essayer de contourner ces barrières-là, pour en fait que ce ne soit plus des barrières. Par contre, évidemment, quelqu'un qui a le Parkinson n'a pas nécessairement les mêmes barrières que ça. Donc, il y a même une étude qui a demandé à plusieurs personnes qui avaient la maladie de Parkinson, c'est quoi vos barrières? Pourquoi vous décidez de ne pas faire d'activité physique? Un des plus gros points qui est ressorti, c'est que les gens ont des attentes très faibles par rapport au bienfait de l'activité physique. Donc, eux, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'ils croient que ce n'est pas efficace. Donc, évidemment, ça, c'est une question d'éducation de la part de kinésiologues et de tous les gens autour, d'essayer de dire aux personnes qui ont le Parkinson à quel point l'activité physique peut être bénéfique. On a aussi l'inconfort physique, la même chose qu'avant, manque de temps revient toujours. Un qui était intéressant, c'est que ma santé ne me permet pas. Donc, parce que j'ai le Parkinson, je ne peux pas faire d'activité physique. Donc, encore là, c'est une question d'éducation, puis de trouver les bonnes façons pour le faire. On parle aussi des symptômes, que ce soit des symptômes plus cognitifs ou des symptômes non moteurs comme la dépression aussi. Donc, j'ai pas le goût de rien faire, donc je ne ferai pas de l'activité physique. Une autre chose qui est sortie, c'est le climat. Donc, je ne vais pas sortir quand c'est glacé dehors parce que j'ai peur de tomber si on vient au point après. Il fait trop froid, il fait trop chaud, il pleut trop souvent. Donc, ce sont tous des barrières, des raisons qui ont été évoquées par des personnes qui ont le Parkinson pour pourquoi ils ne font pas d'activité physique. Par contre, si on regarde cette liste-là, comme l'autre d'avant, il n'y a aucun de ces points-là qui est incontournable. Il y a toujours des façons qu'on peut contourner ces barrières-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? La première chose qu'on veut faire, c'est que les personnes commencent à faire de l'activité physique. Donc, adhérer, puis dire « je vais commencer ». Puis comme on peut voir sur le petit graphique ici, bon, évidemment, tout le monde commence. En fait, tous ceux qui décident de commencer vont partir un programme d'activité, que ce soit de marcher, de faire du jardinage, je reviens toujours à ça, ou n'importe quoi qui va rendre la personne active. Puis après ça, ça va être de trouver des façons que ce 100%-là, on essaie de rester actif plus de 3 mois, 6 mois, afin qu'on ait un taux de rétention de l'activité physique, de la participation à l'activité physique qui est plus élevé. Donc, afin de prévenir ces abandons-là, il faut vraiment essayer de comprendre la motivation, pour commencer, puis après ça, la motivation qui va nous permettre de continuer dans ce qu'on veut faire. Donc, il faut trouver des moyens pour outrepasser les barrières que j'ai mentionnées avant. Favoriser l'adhésion, donc dire on va commencer à faire de l'activité physique, puis après ça,
des moyens pour prévenir l'abandon. Donc, j'ai commencé, maintenant, je dois continuer. Donc, un aspect qui est important à comprendre pour bien motiver les gens, c'est de comprendre les gens, pour faire un changement de comportement, doivent passer par différents stades. Donc, c'est pas en parlant à quelqu'un une fois de dire qu'il devrait faire de l'activité physique, que le lendemain, il va faire de l'activité physique, puis il va continuer pour le restant, pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Donc, il y a différents stades que la personne doit passer au travers afin de, premièrement, commencer une activité physique, puis ensuite la maintenir à long terme. Donc, il y a différentes théories qui parlent du changement, mais il y a une des théories qui dit qu'il y a 5 stades. La personne doit passer à travers 5 stades afin de, premièrement, partir à faire de l'activité physique, puis ensuite la maintenir à long terme. Donc, tout ça est basé sur 3 besoins que les gens ont de façon innée. En fait, c'est d'avoir une compétence à faire une tâche, donc être capable de contrôler l'issue de l'activité, être autonome, donc développer une façon de le faire tout seul ou pas nécessairement sans être avec d'autres personnes, mais être capable de le faire de façon seule, sans avoir besoin d'aide. Et puis, en fait, le troisième besoin, c'est un désir de se développer dans un environnement et de fonctionner dans un environnement social avec d'autres personnes. Donc, le premier stade dans lequel on va retrouver les gens, on parle de stade de pré-contemplation. C'est le stade dans lequel la personne est sédentaire et puis elle pense même pas à changer son comportement. Donc, elle voit aucun problème à ne pas faire d'activité physique. Et puis, elle peut même croire que les gens qui lui disent que l'activité physique c'est bon, que partir, faire de certaines activités physiques pourrait être bénéfique, ben, la personne qui est dans ce stade-là, en fait, va croire que les gens exagèrent le problème ou exagèrent les bienfaits de l'activité physique. Donc, à ce stade-là, les gens ne sont pas encore prêts à penser, à changer de comportement et à commencer à faire de l'activité physique. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait se trouver dans ce stade-là. En fait, il y a, selon la littérature, il y aurait en fait 4 grandes catégories. Il y aurait des gens qui veulent pas considérer le changement par manque d'information. Donc, pour eux, par exemple, l'activité physique, c'est pas important, ça les aidera pas. Donc, ils sentent pas le besoin de commencer. Puis aussi, c'est une question d'inertie. Donc, quelqu'un qui est sédentaire, ben, ça va lui prendre beaucoup d'énergie pour commencer à faire de l'activité physique. Donc, il va avoir un effort à faire. Donc, c'est un effort qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à faire à ce moment-ci. Il y en a d'autres que c'est parce qu'ils veulent se rebeller contre l'information. Donc, quelqu'un qui va dire, je me rappelle de mon grand-père qui me disait, ben, hey, le jeune, tu ne me diras pas quoi faire. Ben, ça, c'est une personne qui est dans ce stade de pré-contemplation-là, qui n'est pas prêt à changer parce que l'impression d'avoir toute l'information, son information est la bonne information. Et quelqu'un qui est aussi, ça pourrait être quelqu'un qui est résigné, donc dire, ben, j'ai le Parkinson, il n'y a rien que je peux faire. Ça ne donne rien de
de commencer quelque chose de nouveau, de faire que ce soit de l'activité physique dans ce cas-ci. Donc, ça me sert à rien. Donc, je ne vais pas commencer quelque chose. J'ai le Parkinson, c'est tout. C'est fini là. Et puis, d'autres personnes qui pourraient être en train de rationaliser le choix de ne pas faire l'activité physique. Donc, moi, je ne fais pas d'activité physique parce que l'activité physique, euh, c'est mauvais, ça ne m'apportera rien. Donc, c'est rationaliser son choix. C'est un choix de dire, c'est pas bon pour moi, donc je le ferai pas. Donc, c'est sûr qu'à ce stade-là du changement, c'est difficile de faire changer quelqu'un. En fait, de le faire passer au prochain stade. Il va falloir lui amener des différents types de motivations qu'on va parler euh, dans quelques minutes. Ensuite, il y a le stade de la contemplation. En fait, dans ce stade-là, les gens euh, considèrent l'idée de changer leur comportement, mais sont toujours un peu ambivalents. Donc, ouais, peut-être que je devrais faire de l'activité physique, mais je suis pas sûr. Dans ce cas-là, on parle beaucoup des barrières aussi. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai le temps euh, oui, je sais que ça devrait peut-être être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée, mais j'ai peur de tomber, par exemple. Donc, dans ce stade-là, souvent, l'aide de, d'un professionnel de l'activité physique peut être intéressant. Donc, euh, afin de parler à la personne pour lui dire, essayer de lui faire comprendre que oui, il y a des barrières, mais on est capable de les contourner. Et puis, si la personne voit qu'on est capable euh, qu'elle pense qu'on est vraiment capable de contourner ces barrières-là, bien, vu qu'elle commençait déjà à penser à changer son comportement et à commencer à faire de l'activité physique, ça va être plus facile de la faire passer au prochain stade. Où on est en train de parler de stade de préparation. En fait, le stade de préparation, c'est euh, on commence à faire un peu d'exercice. C'est pas quelque chose de constant, c'est pas régulier, mais on essaye. On est prêt à faire le changement, donc essayer d'intégrer l'activité physique dans notre comportement, euh, basé sur les informations qu'on a eues, comme quoi c'est bon pour nous, les analyses qu'on a faites pour le pour et le contre, on a balancé le pour et le contre. On a toujours un peu d'ambivalence, mais cette ambivalence-là, c'est plus une barrière. Donc, à ce stade-là, on est sérieux à essayer. Donc, on veut commencer quelque chose. Ensuite, on va passer au stade de l'action. Donc là, on met en place un plan, donc afin d'intégrer l'activité physique dans notre routine. Donc, ici, on ne parle pas nécessairement de s'entraîner pour un 10 km ou un marathon. On parle de dire, bon, OK, je vais aller marcher dehors pendant 20 minutes, 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ou je vais aller faire du jardinage chaque jour ou 2, 3 fois par semaine. Donc, où je vais m'inscrire à un cours d'activité de groupe qui est 1 fois par semaine, mais c'est sur 12 semaines. Donc, on met en place le plan qui va faire en sorte que l'activité physique va faire partie de notre comportement régulier. Et ensuite, le stade de maintien, en fait, c'est dans ce stade-là qu'on fait déjà de l'activité physique depuis un certain temps, normalement pour plus que 6 mois. Donc, on est dans les 50% environ là, qui ont continué après 6 mois. Mais après 6 mois, il y a toujours des chances d'abandonner. Donc, il faut trouver des façons de garder le comportement, de garder l'activité physique, faire partie de notre comportement. Donc, on va maintenir notre plan, on va le modifier s'il faut le modifier.
puis tout ça dans le but d'éviter l'abandon de l'activité physique. Donc, pour passer d'un stade à l'autre, on a besoin de différents types de motivation. Donc, évidemment, il y a la motivation extrinsèque. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, si on voit la petite photo que j'ai mise en bas ici, je vais pagayer très vite, pas parce que j'ai le goût de pagayer vite, parce que je vois un aileron en arrière de moi. Donc, j'ai quelque chose de l'extérieur, en fait, qui fait en sorte que je veux faire quelque chose. Donc, c'est basé sur des récompenses ou éviter des punitions, en fait. Donc, il y a quatre sous-types de motivation extrinsèque, externe, interjetée, identifiée, intégrée. Je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est les différents types de motivation. Donc, on a des motivations externes, donc quelque chose qui vient vraiment de l'extérieur, que ça peut être vraiment une récompense. Donc, bon, j'ai mis un petit dessin d'un sac d'argent, mais ça peut être aussi simple que de dire que si je commence à faire de l'activité physique, je vais me payer un souper au resto ou je vais me payer une bonne bouteille de vin. Donc, quelque chose vraiment de l'extérieur qui va faire, c'est vraiment une récompense ou c'est d'éviter une punition. Donc, en fait, si on a quelque chose de régulier, par exemple, à toutes les semaines, on va manger au resto, dans un beau resto, on va dire, ben, si je ne fais pas mon activité physique, ben, je ne vais pas aller au resto. On veut essayer d'éviter cette punition-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Par contre, il a été démontré que ça, c'est très pratique pour les gens qui sont dans le stade de pré-contemplation et même contemplation. Donc, essayer de les faire partir. Donc, commencer un programme d'entraînement. En fait, ou faire une activité physique, de l'activité physique. Alors que ce type de motivation-là fonctionne moins bien quand on est rendu dans des stades de maintien ou stades d'action. Motivation interjetée, en fait, c'est sentir une pression pour éviter de se sentir coupable ou sentir de l'anxiété. Donc, je vais faire de l'activité physique parce que sinon mon médecin ne sera pas content. Mon médecin m'a dit de faire de l'activité physique. Mon prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines, je vais commencer à faire de l'activité physique parce que sinon, quand il va me le demander, quand je vais le revoir, ben, je ne pourrai pas lui dire que j'en fais. Donc, ça, c'est encore externe parce qu'on essaie on va se sentir coupable si on ne le fait pas. On veut essayer d'avoir l'approbation de notre médecin qui va nous dire, ah, tu as commencé à faire de l'activité physique, excellent, continue. Donc, c'est d'aller chercher cette approbation-là. Donc, ça, c'est aussi un type de motivation extrinsèque qui est aussi bonne là, dans les premiers stades pour commencer à faire de l'activité physique. Ensuite, on a un type de motivation extrinsèque qui s'appelle la motivation identifiée. En fait, c'est que à ce moment-là, ça devient quand même plus, même si on parle de motivation extrinsèque, ça devient plus interne. Donc, la personne qui a commencé à faire de l'activité physique a identifié l'importance personnelle de faire ça. Donc, reconnaît que, bon, je fais de l'activité physique pour moi. C'est pas encore, ça fait pas partie de mon comportement automatique, mais c'est quand même quelque chose qui est, je vois la valeur de faire ça. Ensuite, on a motivation intégrée. Donc, c'est là, on est presque rendu à de la motivation intrinsèque. Là. Donc, l'activité physique devient liée aux autres valeurs, aux besoins de la personne. Donc, mais l'activité physique est toujours faite en
en raison de sa valeur. Donc, je sais que faire de l'activité physique va améliorer mes capacités, mes fonctions cognitives, ou je sais que l'activité physique va m'aider à contrôler mes symptômes, par exemple. Donc, il y a une valeur associée à changer le comportement. Si on parle de motivation intrinsèque, là, c'est un petit peu différent. On veut devenir compétent, autodéterminé, ça veut dire qu'on est capable de faire des choses de façon autonome, on est engagé. Je fais de l'activité physique parce que c'est amusant, parce que j'aime ça. J'ai du plaisir. Donc, tout le monde a une motivation intrinsèque. Quand on parle d'un enfant naissant, il y a une motivation intrinsèque à être actif. On ne donne pas une récompense à un bébé qui apprend à marcher. Il y a donc puis à bouger. Donc, c'est vraiment intrinsèque. Le bébé veut être capable d'interagir dans son environnement. Donc, tout le monde est capable tout le monde a de la motivation intrinsèque. On s'entend que pas tout le monde va avoir une motivation à, par exemple, faire du patinage artistique. Mais c'est d'essayer de trouver l'activité physique qui va faire en sorte qu'on va avoir du plaisir. Donc, il y a un lien entre la motivation intrinsèque et la tâche. Donc, au niveau du maintien, quand on a déjà commencé à faire de l'activité physique de façon régulière, c'est plus la motivation intrinsèque ou les deux derniers types de motivation extrinsèque que je vous ai parlé, donc la motivation intégrée puis la motivation identifiée, qui vont faire en sorte que la personne va continuer à faire de l'activité physique et va décider de ne pas abandonner. Donc, il faut favoriser ce type de motivation-là. Par contre, c'est très important de dire, la motivation extrinsèque, la motivation externe comme telle, c'est pas une mauvaise chose. Si on regarde par exemple des athlètes olympiques, c'est sûr qu'il y a un athlète olympique qui fait par exemple la course à pied, ben, il aime courir. Sinon, il ne serait pas capable de courir 7 jours par semaine, 2 heures par jour. Mais il y a aussi une motivation extrinsèque de vouloir aller, par exemple, aux Jeux olympiques, puis gagner une médaille. Donc, c'est toujours un équilibre entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Et puis, à certains moments, donc au début, quand on commence à faire de l'activité physique, on va peut-être parler plus de motivation extrinsèque. Et plus on avance, plus le comportement a changé, on va essayer de favoriser la motivation intrinsèque. Donc, comme je vous disais, les stratégies de motivation, les activités doivent être adaptées au stade dans lequel se trouve la personne. Donc, on ne va pas faire la même chose pour quelqu'un qui est dans un stade de précontemplation que quelqu'un qui est dans un stade d'action ou de maintien. Donc, c'est vraiment d'adapter le type de motivation qu'on veut utiliser. Un autre petit point que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est très connu au niveau de l'activité physique. On appelle ça en anglais, c'est du priming. Donc, j'ai trouvé le terme amorçage en français. Mais en fait, c'est juste de se mettre dans l'esprit que l'activité physique est bon et agréable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on se tient avec des gens qui disent « je fais pas d'activité physique, c'est pas confortable de faire de l'activité physique, ça donne rien », ça va être beaucoup plus dur de changer de comportement et de commencer à faire de l'activité physique que si on se met dans un état d'esprit que l'activité physique est bonne, c'est agréable, ça a des bienfaits. Et puis, juste des exemples simples, c'est pas nécessairement juste en parlant avec des gens, mais on peut lire des livres qui parlent d'activité physique. Bon, il y a des personnes qui parlent comme quoi ils ont aimé faire différents types d'activités physiques.
Et puis juste ce fait de se mettre dans cet état d'esprit-là, en fait, il y a des études qui ont montré que ça va faire en sorte que les gens qui vont faire de l'activité physique après ça, ils vont euh, mettre plus d'efforts dans l'activité physique, mais même leur perception d'effort va être plus bas que les gens qui n'ont pas eu cet amorçage-là. Ça va favoriser la persévérance, ça rend l'activité physique plus agréable, puis ça augmente l'intention de faire l'activité physique. Euh, Juste pour vous donner un petit exemple personnel rapide, je fais énormément de vélo. Ben, présentement, c'est le Tour de France. Ben, j'ai le goût d'être sur mon vélo à tous les jours. Donc, des choses comme ça, ça peut aider. C'est pas, ça peut être des bonnes choses à faire pour des personnes qui sont dans les premiers stades puis qu'ils ne sont pas encore dans l'état d'esprit de commencer des programmes ou de faire de l'activité physique. Donc, je vais juste finir avec des petits trucs pour vous aider à adhérer puis à maintenir des différentes activités physiques. Donc, on peut faire appel à différents outils pratiques. Donc, utiliser des images, des affiches, juste se mettre des affiches dans sa maison de personnes en train de faire de l'activité physique, ça peut vous donner le goût d'aller en faire. Un autre truc que quelqu'un m'a donné, en fait, c'est signer un contrat avec soi-même ou avec un proche, que ce soit famille, ami, mais vraiment signer un papier. Dire, OK, moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire ça. Puis là, à chaque semaine, on peut dire, ben, est-ce que toi, tu as atteint tes objectifs? Est-ce que moi, j'ai atteint mes objectifs? Puis, euh, on va se sentir un peu obligé. C'est sûr qu'on parle de motivation plus extrinsèque, mais ça peut être des façons de partir une nouvelle activité physique. Mettre sur papier les pour et les contre. En anglais, on appelle ça un balance sheet, mais c'est pour, vous allez voir si vous faites ça, en fait, la majorité du temps, la liste des pour est toujours beaucoup plus longue que la liste des contre, donc ça va favoriser euh, le démarrage d'une nouvelle activité. Se tenir un journal important, comme ça on est capable de voir comment on est assidu, mais pas juste faire un journal d'activités qu'on a faites, mais aussi comment on s'est senti après. Donc, il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. On peut être malade puis devoir arrêter de faire une activité pendant un certain temps. Mais après ça, ça va être plus dur de repartir. Mais si on est capable d'aller voir dans un journal, de hey, quand je faisais ça, ben, après chaque activité physique, je me sentais de telle ou telle façon, ça va favoriser notre retour en fait à l'activité. Mettre son journal à vue, donc c'est sûr que si on le cache dans un tiroir, ça ne va pas nous donner envie de faire l'activité puis de faire des nouvelles entrées dans le journal. Et puis, ben, récemment, là, il y a plusieurs applications sur les téléphones intelligents qui peuvent être utilisées afin de nous donner du feedback, là, de la rétroaction, afin de nous motiver, donc nous donner des alarmes. OK, c'est le temps d'aller c'est le temps d'aller marcher ou c'est le temps d'aller à notre cours d'activité physique, par exemple. Évidemment, quand on fait de l'activité physique, il y a des choix à faire. Donc, choisir une activité qui correspond au stade de changement. Si on dit à quelqu'un qui est dans les stades du début d'aller faire une activité physique qui est très compliquée, qui n'a pas les compétences pour le faire, ben ça va favoriser l'abandon. Alors, choisir des activités qui sont peut-être plus simples et plus faciles au début. Évidemment, adapter l'intensité, la durée, la fréquence de l'activité physique en fonction de la personne, mais ça peut varier d'une semaine à l'autre. Donc, c'est sûr que des professionnels comme des kinésiologues peuvent aider, mais ça peut être fait aussi de façon autonome. Favoriser l'activité physique en groupe avec amis. Ça a été démontré que ça favorise le maintien de l'activité physique. Donc, quand on fait quelque chose en groupe,
Il va y avoir de la motivation qui vient des autres personnes qui sont dans le groupe, mais c'est aussi, on a un aspect social associé à l'activité. Trouver un environnement propice, sécuritaire, plaisant, inspirant. Il y a des gens qui adorent aller s'entraîner dans un gym. Personnellement, c'est pas un endroit que moi j'adore, donc je préfère aller m'entraîner à l'extérieur. Donc, si vous me dites, il faut que tu fasses ton entraînement ou ton activité physique en gym, probablement que je vais abandonner. Donc, il faut choisir le bon environnement pour la personne. C'est fixer des buts flexibles et basés sur le temps. Donc, comme je disais tantôt, si à un certain moment on est malade, il ne faut pas dire il fallait qu'à ce stade-ci, je sois rendu à faire tant de temps de marche, par exemple, et je n'atteindrai pas, j'arrête complètement. Donc, être capable d'être flexible au niveau de ses buts. Et puis, plusieurs études qui ont aussi montré qu'il y a des buts basés sur le temps. Donc, je vais marcher pendant 20 minutes, au lieu de dire je vais marcher 1 km ou 2 km. Donc, si on se base sur le temps, c'est quelque chose qui est plus propice à maintenir un comportement avec de l'activité physique. Et puis, pour finir, d'autres petites astuces, dites-le à votre famille, vos amis, que vous commencez à faire de l'activité physique. Ils vont vous poser des questions, ils vont vous soutenir, ils vont vous dire est-ce que tu as fait ton activité cette semaine? Oui ou non? Vous allez avoir des interactions, donc ça, c'est toujours quelque chose qui est très important. Rendre l'activité physique agréable. Se donner des défis réalistes et stimulants. Donc, c'est sûr que si vous dites, moi, présentement, je ne fais pas d'activité physique, mais dans 6 mois, je vais aller faire un triathlon au Mont-Tremblant. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. S'offrir des récompenses pour l'assiduité. Comme je disais tantôt, si on peut dire, si je fais 2 semaines d'activité, je peux aller au resto. Ou je vais sortir avec des amis ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être motivant. Obtenir du feedback, rétroaction personnalisée. C'est toujours bien de savoir qu'on fait la bonne chose. Donc, que ce soit un professionnel ou que ce soit quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans ce type d'activité-là, ça peut être quelque chose qui est valorisant d'avoir son feedback. Puis partager ses succès. Donc, si vous avez Facebook, par exemple, partagez. Vous dites, OK, ça fait 1 mois qu'à chaque semaine, je vais faire de l'activité physique. Ça va vous valoriser. Et puis, en fait, ça va faire en sorte que les gens vont, un peu comme avec la famille et les amis. Donc, vous posez des questions, puis ça va toujours vous allez toujours garder en tête le fait que je fais de l'activité physique, c'est intéressant, puis les gens sont intéressés à savoir ce que je fais, puis comment ça m'affecte. Donc, ça, c'est tous des petits trucs qu'on peut utiliser pour favoriser, commencer une nouvelle activité physique, puis aussi à maintenir une activité physique qu'on fait, qu'on a déjà commencé. Donc, juste pour conclure, les facteurs de motivation vont changer en fonction du stade dans lequel on se trouve. Ce qui motive une personne ne va pas nécessairement motiver l'autre. Donc, il faut essayer différentes choses, différents types de motivation vont fonctionner pour différentes personnes. Et puis, essayer plusieurs trucs, puis il faut trouver celui qui vous convient. Donc, afin d'atteindre vos buts. Donc, merci beaucoup de Boston. En fait, une petite photo de Boston. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation et puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Donc, maintenant, si vous avez des questions, veuillez les poser dans le centre. Donc, vous voyez la partie du centre qui est maintenant pour la session de questions. Puis, je vais commencer par quelques questions qui ont été posées durant la conférence. Donc, au début,
vous avez parlé des raisons pour lesquelles les gens qui sont atteints de Parkinson vont dire qu'ils ne veulent pas faire d'activité physique. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé s'il y avait des études ou des recensements par rapport à ces raisons évoquées pour ne pas faire d'activité physique. Donc, est-ce qu'il y a comme un endroit où on voit quelle excuse est plus utilisée qu'une autre ou euh, quelque chose dans ce qui va aller dans ces corps-là ou ce style-là? Je sais pas si vous En fait, comprenez. oui, il y a seulement une étude qui a évalué les barrières de l'activité physique spécifiquement là, dans la maladie de Parkinson. C'est une étude de 2011. Et puis, c'est de là que j'ai sorti, en fait, ce qui est dans la présentation. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être plus de recherches à faire encore sur ce domaine-là, mais au moins, il y en a une. Donc, ça, je les ai mis en ordre. Là. Donc, celle qui était en haut, c'est ceux qui étaient le plus euh, dites en fait le plus mentionné par les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et puis après ça, on a les autres en ordre, mais ils avaient interrogé, je crois, plusieurs centaines de personnes. Donc, on a une autre question qui est quel type d'activité physique vous préconisez pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson pour aider à la motivation? Est-ce qu'il y a un type plus qu'un autre ou En fait, je vais vous dire la réponse la plus simple, faites une activité que vous aimez faire. C'est la réponse la plus simple que je peux vous donner. Euh, Puis ça va changer d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une activité physique qui va faire pour tout le monde. Il y a il y a des gens qui aiment faire des activités physiques en groupe. Il y en a qui préfèrent faire des activités physiques seuls. Il y en a qui, comme j'ai dit, il y en a qui préfèrent faire des activités en centre d'entraînement ou en gym. Il y en a d'autres qui préfèrent juste, par exemple, aller marcher dehors. Donc, c'est vraiment de trouver quelque chose que vous aimez et puis partir de là. Après ça, quand on a rentré l'activité physique dans son comportement, là, on peut essayer d'autres types d'activités physiques, puis peut-être qu'on va découvrir quelque chose qu'on ne croyait pas aimer. Mais euh, j'ai un exemple, les cours de boxe pour le Parkinson. Euh, il y a des gens qu'on leur dit, on fait de la boxe pour le Parkinson, la boxe, ça n'a pas de sens, je ne ferai pas ça. Euh, une, une dame de plus de 70 ans qui nous disait que elle ne ferait jamais de la boxe. Par contre, elle a essayé, puis elle a aimé ça. Donc, elle adore faire un cours de boxe en groupe. d'accord, merci. Euh, on a une autre question. Est-ce qu'il existe des psychologues qui pourraient aider pour trouver la motivation pour faire l'activité physique? Donc, psychologue sportif ou quelque chose dans ce type-là. Est-ce que vous croyez que ça peut aider pour la motivation? Ben, en fait, en théorie, oui, un psychologue sportif pourrait aider. En fait, il faut juste voir, parce que sa spécialisation, en fait, parce qu'il y a des psychologues sportifs qui vont se spécialiser dans la performance. Donc, évidemment, ça serait pas le but pour quelqu'un qui a le Parkinson. Ça serait vraiment de trouver que ce soit un psychologue ou un psychologue sportif, mais qui est juste aider à trouver des pistes pour améliorer la motivation. Donc, euh, à ma, moi, personnellement, je ne connais pas de psychologue sportif qui se spécialise dans l'initiation à l'activité physique. Euh, Pas qu'il n'y en a pas, mais il faudrait vérifier. Mais en théorie, un psychologue a une formation, puis au niveau de la formation en psychologie, on parle toujours de motivation parce que peu importe que ce soit pour l'activité physique, mais que ce soit pour d'autres choses comme arrêter de fumer, par exemple, les psychologues vont fournir les mêmes pistes au niveau de la motivation pour arrêter de fumer que pour débuter ou continuer un programme d'activité physique. D'accord.
Et on a une question qui est si quelqu'un décide de commencer à vouloir aller au gym, quel type de spécialiste il est mieux d'aller voir? Un kinésiologue, un physiothérapeute ou uniquement arriver dans la salle d'entraînement et voir euh, les personnes qui sont qui sont présents et qui sont disponibles, qui sont là? Est-ce qu'il y a vraiment, il y a quelqu'un qui sont mieux d'aller voir pour essayer de créer un programme? Et aussi, est-ce que la consultation du médecin est à faire également pour commencer ce type d'entraînement-là, donc l'entraînement en salle? Ben, en fait, c'est toujours une excellente idée d'avoir l'approbation de votre médecin avant de commencer un- à faire de l'activité physique. Donc, parce que c'est sûr que euh, c'est rare que les gens ont seulement le Parkinson. Souvent, il y a d'autres maladies associées, donc il faut voir aussi les combinaisons avec ça. Donc, moi, je suggère toujours aux gens d'en parler à leur médecin avant de commencer euh, à faire de l'activité physique. Par la suite, les spécialistes de l'activité physique, ce sont les kinésiologues. Donc, eux, ils sont formés pour euh, faire des plans d'activité physique qui sont adaptés. Euh, Ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui serait à l'aise ou même compétent à faire euh, un plan d'activité physique pour quelqu'un qui a le Parkinson. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est un petit peu la même chose avec, si on parle d'un physiothérapeute, ben, il y a des physiothérapeutes qui se spécialisent dans les troubles musculo-squelettiques comme l'arthrite, ces choses-là, alors qu'il y a d'autres physiothérapeutes qui se spécialisent euh, pour la performance, donc le sport et la performance. Donc, c'est un petit peu la même chose chez les kinésiologues. Il y a des gens qui vont être plus spécialisés pour euh, les, développer des plans de performance pour des athlètes. Il y en a d'autres qui vont être plus spécialisés pour des personnes qui ont des maladies chroniques. Alors, et puis il y en a qui vont être un petit peu plus généralistes et vont faire un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment d'aller parler à quelqu'un, idéalement qui est spécialisé, mais sinon, quelqu'un qui est capable qui a les connaissances afin de... D'accord, merci beaucoup. Donc, malheureusement, c'était la dernière question parce que nous, on est en cours dans le temps. Donc, merci beaucoup, Monsieur Dano, pour cette conférence. C'était très intéressant. Dans le fond, les gens, selon le sondage qu'on a mis, semblent avoir bien apprécié votre présentation. Donc, j'aimerais aussi vous remercier les participants d'avoir été présents pour ce webinaire. Et aussi, je voulais remercier spécialement la compagnie AbbVie qui a rendu ce webinaire possible grâce à une subvention à caractère éducatif. Si vous avez des questions qui viennent après avoir écouté la présentation ou un peu plus tard, lorsque vous l'aurez écoutée, vous pouvez me les faire parvenir au courriel qui est inscrit à droite. Et puis, je vais les faire parvenir aussi à M. Dano pour qu'on puisse lui répondre. Et j'aimerais vous inviter au prochain webinaire qui sera le 9 août prochain et qui va parler de comment voyager lorsqu'on est atteint de la maladie de Parkinson. Donc, elle sera donnée par la conférencière Isabelle Ducharme, qui est présidente de la compagnie Qui Roule, donc qui est euh, un organisme québécois qui veut qui a comme mission de rendre le tourisme et la culture accessibles à tous, et particulièrement aux personnes qui sont atteintes de capacités physiques restreintes. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Danon. Et puis, j'espère que vous avez apprécié votre expérience. Et aussi, merci beaucoup encore une fois aux participants et au plaisir de se revoir le 9 août prochain.